Les États-Unis ont annoncé hier une nouvelle salve de sanctions contre le Venezuela. Ces sanctions visent 16 proches du président Nicolás Maduro, accusé de vouloir s'accrocher au pouvoir malgré sa défaite, selon Washington, à la présidentielle du 28 juillet. Un scrutin controversé qui provoque de nombreuses réactions internationales. Et pourtant, Nicolás Maduro semble aujourd'hui indéboulonnable. Bonsoir Jean-Louis Martin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chercheur associé au programme Amérique, Centre Énergie et Climat de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine. Alors d'abord Jean-Louis Martin, expliquez-nous qui sont les 16 proches de Nicolás Maduro, aujourd'hui visés par de nouvelles sanctions américaines. Alors, il y a des politiques, quelques militaires. Une des personnalités marquantes, par exemple, c'est quelqu'un qui s'appelle Diosdado Cabello, qui est le ministre de l'Intérieur, qui a été, je crois, vice-président à une époque. C'est quelqu'un de très proche de Maduro. Et aujourd'hui, c'est celui qui a la main sur l'appareil répressif du gouvernement vénézuélien en particulier. Alors lui, ça fait sens, mais pourquoi est-ce que les États-Unis n'ont pas tout simplement sanctionné Nicolás Maduro, le président qui aujourd'hui se maintient au pouvoir par la force? En tout cas, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ne reconnaissent pas les résultats de la présidentielle du 28 juillet. Bon, de toute façon, ces sanctions personnelles ne sont pas tout. Il y a aussi des sanctions économiques globales contre le pays. Certains d'ailleurs contestent l'efficacité de ces sanctions en expliquant que il affecte beaucoup plus la population vénézuélienne que par des pénuries, par des surcoûts dans les produits de base. Que la classe ou la caste dirigeante qui, elle, continue à vivre tout à fait confortablement. La difficulté des sanctions individuelles, c'est que en fait, il faudrait cibler plusieurs centaines et peut-être même quelques milliers de personnes, parce qu'il y a un groupe relativement étendu, vraiment efficace, autour de Maduro qui profite de la situation. Alors évidemment, c'est compliqué et c'est plus simple, par exemple, de mettre un embargo sur le pétrole vénézuélien, mais ça n'affecte pas réellement la vie de ces gens qui actuellement tiennent le pays. Alors les États-Unis contestent les résultats de cette présidentielle au Venezuela, l'Union européenne aussi, puis plusieurs pays d'Amérique latine. Nicolás Maduro, il a encore des alliés aujourd'hui dans la région? Il en a deux. Un qui est insignifiant, c'est le Nicaragua, qui ne lui sert à rien. Et puis l'autre qui, par contre, est utile, c'est Cuba, et qui appuie en particulier l'appareil répressif vénézuélien. Sinon, les quelques pays qui pouvaient avoir des sympathies pour lui, et je pense au gouvernement de gauche en Amérique latine, pas tous, puisque déjà le président chilien Gabriel Boric a très clairement pris position contre lui. D'autres, comme Lula au Brésil ou López Obrador au Mexique, et puis Petro en Colombie, ont eu une position plus ambiguë et surtout plus prudente, en essayant de trouver une solution de sortie en douce de Maduro. Mais c'est assez compliqué, en fait, parce que même si ça me semble être une voie tout à fait raisonnable, sans doute plus que des sanctions, s'il ne s'agissait que d'évacuer Maduro lui-même, ce serait sans doute assez simple. Mais comme je vous disais, il y a tout un groupe de milliers de personnes autour de lui qui profitent du système et qui, en cas d'alternance politique, aurait certainement des ennuis dans le Venezuela d'après. Donc tout un groupe qui profite du système. On a quand même vu au lendemain de ces élections, de cette présidentielle du 28 juillet, la rue se lever. On a assisté à des grandes manifestations au Venezuela. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de cette colère populaire? Je crois que la colère reste la même, mais il y a peut-être deux choses qui arrêtent les manifestations. C'est d'une part la répression qui a été très violente, et puis le fait aussi, et là peut-être que j'imagine un peu plus, mais la population est fatiguée, c'est-à-dire que les gens se battent simplement pour avoir un repas décent par jour. Enfin, et on peut assez aisément imaginer que sa priorité, ce n'est pas de descendre dans la rue, c'est de survivre tout simplement.
Vous parliez de la répression très brutale. Quelle forme est-ce qu'elle a pris justement précisément cette répression? Elle a pris plusieurs formes, c'est-à-dire d'une part pendant les manifestations une répression physique très très brutale. Il y a eu des morts, des dizaines de morts. Par ailleurs, On parle aussi de milliers d'arrestations. Oui, des milliers d'arrestations. Et puis tout ce qui ressemble à une opposition, que ce soit pendant ou en dehors des manifestations, ont été arrêtés et certains ont disparu, tout simplement. On ne sait pas où ils sont. Effectivement, on assiste aujourd'hui au Venezuela à un véritable harcèlement, hein, on peut le dire, des opposants. On a un exemple très parlant. Le 2 septembre, un juge vénézuélien a justement émis un mandat d'arrêt contre le candidat de l'opposition et rival de Nicolás Maduro, Edmundo González Urrutia, qui a depuis obtenu l'asile en Espagne. Et cet exil, il suscite, vous allez le voir, malgré tout, une certaine forme d'espoir chez ses soutiens. Je vous propose d'écouter ses réactions et on commente juste après. Edmundo va maintenant jouer un rôle très important dans la communauté internationale, en expliquant au monde tout ce qui s'est passé au Venezuela, sans avoir à se cacher, en le rendant public. L'Espagne est un pays véritablement démocratique, où le fait qu'Edmundo soit déjà arrivé est un point clé, un point d'espoir et un point d'aide humanitaire, non seulement pour lui, mais aussi pour le peuple vénézuélien et pour nous tous qui sommes ici. Jean-Louis Martin, vous êtes d'accord avec ce que disent ces Vénézuéliens? Finalement, cet exil forcé peut donner au combat de l'opposition vénézuélienne une dimension internationale? Je n'en suis pas sûr, bien que je crois que la plupart du monde extérieur respecte monsieur González. Je pense qu'il a bien fait de quitter le pays parce que je ne sais pas s'il sera très efficace comme opposant de l'extérieur, mais en tout cas l'alternative pour lui c'était sans doute assez rapidement d'être capturé et d'être enterré dans une prison vénézuélienne. Et c'est quand même un monsieur qui, je crois, a 74 ans. Après, il est quand même dans une position plus favorable que le précédent président revendiqué, Juan Guaidó, qui était le président du Sénat et qui s'était autoproclamé président suite à une élection contestée il y a quelques années. La différence, c'est que M. González jouit d'une légitimité beaucoup plus forte. C'est-à-dire tout le monde sait, y compris Nicolás Maduro, que c'est lui qui a gagné les élections. Donc, ça lui donne quand même un poids à l'extérieur que n'avait pas Juan Guaidó. Et pourtant, on voit, peut-être échaudé par l'expérience précédente, pas mal de pays à l'extérieur encore hésiter à reconnaître explicitement sa victoire. Alors en tout cas, en Espagne où il a trouvé l'asile, les parlementaires souhaitent que le Premier ministre Pedro Sánchez le reconnaisse les parlementaires, comme président et les parlementaires élu à l'unanimité. Du Venezuela. Le parti au pouvoir aussi a voté cette demande. Après, le gouvernement a certainement aussi d'autres contraintes en tête. Il y a encore des Espagnols au Venezuela, il y a des entreprises espagnoles actives au Venezuela. Ça n'est pas une rupture totale n'est pas une décision facile à prendre. Et puis, est-ce que c'est plus efficace? La Colombie a essayé, par exemple,